Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous, comme à chaque semaine, en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fauveau pour parler toutes choses soccer. On va parler de la qualification qui commence pour le Canada en vue du Qatar en 2022. La dernière phase de qualification, parce qu'il y en a eu un peu auparavant. On va parler du CF Montréal, de la fenêtre des transferts qui s'est fermée en Europe et évidemment de vos questions posées sur Twitter avec nos sujets chauds. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et j'ai rigolé hier parce que je me suis rendu. En fait, quelque chose m'a marqué. Je me suis dit, mais Olivier, en équipe nationale, et lui, il est derrière l'Irlande et le Canada. Ça doit être un peu lourd à porter des fois, hein. Oui, mais tu sais, ça travaille sur ton côté bouddhiste. Tu deviens très, très zen dans ce temps-là. J'imagine. Certains J'imagine. diraient tu te crées pas beaucoup d'attentes, mais tu sais quoi, ça change un peu, du moins en ce qui concerne le Canada. On va commencer, les gars, justement, avec OK. notre segment à domicile, si vous le voulez bien. Le CF Montréal, Sid, qui a gagné face à Toronto 3-1, ça c'était vendredi dernier. Ça commence à dater un peu, mais si tu as des constats sur cette rencontre-là, sens-toi bien à l'aise de nous les offrir. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que Wilfried Nancy, après le match, dans sa conférence de presse, a dit Romel Kyoto est au courant qu'il n'y a pas 90 minutes dans les jambes. Il s'en va avec le Honduras. Là, on a appris depuis qu'il y a eu du lobby du CF Montréal pour le garder à Montréal ou du moins l'épargner un peu. Là, Nancy croise les doigts, que ce soit pour lui, pour Kiki Struna qui part, puis après, on pense qu'il devrait être en quarantaine pendant 2 semaines, ce qui veut dire qu'il raterait 4 matchs de MLS plus Yeah. un match de championnat canadien. Là, Nancy, il va regarder ces qualifs-là, Sid, puis pas mal l'impression qu'il va juste un peu serrer les dents. Comme tous les coachs d'une équipe avec un peu d'ambition, je pense que ce qui caractérise les bonnes équipes, c'est les grosses masses salariales et le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont internationaux. Donc, je te dirais, bienvenue dans les considérations d'une équipe compétitive dans laquelle tu as des joueurs qui sont sélectionnés pour leur pays. Et surtout pour le cas de Kyoto, vu offensivement à quel point le CF Montréal est un peu plus en difficulté. C'est certain que tu veux pas qu'il y ait le même scénario qu'à la Gold Cup. Pour Struna, je crois qu'on est sur un imbroglio total. Je pense qu'on espère beaucoup que certaines réglementations puissent évoluer afin de qu'ils soient pas amputés, parce que là, comme tu l'as dit, on parle de 4 matchs. Il y a un enchaînement de matchs pas possible durant le mois de septembre. Donc, je pense qu'on s'en rend pas encore vraiment compte. Et avec la suspension de Camacho pour à venir pour accumulation de cartons, c'est certain qu'on va avoir une situation vraiment défavorable. Mais pour le reste, je dirais que c'est une composante qui est plutôt, allez, appréciable, parce que ça prouve que tu as un bon effectif. Je fais un parallèle un peu douteux avec les sélections pour le match des étoiles. Je suis toujours très étonné lorsque on est ravi qu'il n'y ait pas de joueur qui ait été sélectionné. Mais parfois, ça veut dire c'est le reflet d'une saison qui n'est pas forcément comme très performant de tes joueurs. Comme le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs de Seattle ou d'autres équipes qui étaient représentées, ça montre aussi que ces équipes-là vont bien. Donc, Wilfried Nancy, oui, genre, c'est normal, qu'il se croise les doigts, mais bienvenue dans une équipe compétitive avec du talent. Juste une petite parenthèse, Sid, sur le match des étoiles, c'est toujours de la faute des Américains qui se contrebalancent des clubs canadiens. C'est pour ça qu'il n'y en a pas de joueurs avec ce match, au match Exactement. des étoiles. Jean, si on regarde les 3 premiers matchs de l'octogonal, on va finir par s'habituer à cette formulation-là. Pas d'hexagonal cette année, c'est l'octogonal, avec des Yeah. matchs qui commencent jeudi soir face au Honduras, dimanche, match qu'on vous présentera sur RDS face aux États-Unis, puis finalement, la semaine prochaine, face au Salvador. Les objectifs de Herdman en termes de points, d'un point de vue comptable, c'est quoi? Je pense que ce sont des victoires contre le Honduras et le Salvador qui vont être des adversaires directs. Tu considères au départ que probablement, surtout sur une masse de 14 matchs, États-Unis et Mexique sont capables de sortir ce qu'il faut, si tu veux, en nombre de points. Donc, évidemment, les accrocher, c'est toujours une bonne chose. Mais directement, tu veux essayer d'être continuellement devant des équipes comme Honduras, contre le Salvador, comme la Jamaïque, comme le Costa Rica, par exemple. Donc, faut gagner ces deux-là. Il faut gagner absolument ouais, Honduras, Salvador, très certainement.
Et bon, tenter de faire un coup, mais je te dirais que 6 points, ce serait vraiment bien. 6 points, ce serait bien parce que tu vas enchaîner tout de suite, très rapidement sur les matchs de qualif en octobre et novembre. Tu vas avoir 3 fenêtres et tu auras joué la moitié de tes éliminatoires à la fin de l'année. Donc, tu ne veux pas terminer la fin de l'année en regardant au-dessus de toi. Tu veux être capable d'être tout de suite et très rapidement dans un bloc de tête pour essayer de gérer ta position et pas faire du rattrapage sur les fenêtres qu'il y aura au printemps. C'est de ces 2 matchs-là dont j'en parle où tu dois aller chercher des victoires. Honduras-Salvador, les 2 sont joués au Canada. Le 3e match, c'est celui du milieu aux États-Unis contre les Américains. T'attends-tu à avoir une approche différente? Parce qu'on comprend tout à fait ce que Jean est en train de dire. C'est peut-être aussi des équipes qui peuvent être considérées un peu plus prenables, même si les États-Unis, c'est pas une équipe qui est la plus impressionnante de son histoire en ce moment. Mais t'attends-tu à voir John Herdman mettre une équipe différente, lui donner une mission différente à la maison versus sur la route aux États-Unis dimanche, par exemple? Oui, forcément, parce que comme tu le dis, sur la route et à domicile, on est dans des configurations différentes, face à des adversaires de qualité différentes. Je pense que les États-Unis ont peut-être rarement eu aussi une équipe aussi européenne, donc peut-être que les noms sont aujourd'hui moins ronflants, mais dans 2-3 ans, ce seront tous des superstars à l'échelle nord-américaine. Mais c'est certain que je suis d'accord avec la lecture de Jean. Tu fais le carton plein contre les 5 autres équipes de l'hexagone, octogone. Excusez-moi. T'es qualifié, c'est clair. On peut pas s'attendre non plus à ce que le Canada aille gagner aux États-Unis, aille gagner au Mexique, aller chercher un point, même à domicile, voire 3, ce serait bon, mais mathématiquement, même si c'est compliqué de faire les comparaisons avec les autres qualifications parce qu'il y avait moins d'équipes, je suis quasiment certain, tu fais carton plein contre les 5 autres équipes, tu es qualifié, quoi que tu fasses face aux États-Unis et au Mexique. Même si je pense pas que Herdman va le communiquer comme ça à son groupe, parce que je pense que ces oppositions de prestige servent à bâtir la crédibilité du programme, à donner des outils pour aller progresser dans la suite des choses, parce que une fois que tu es rendu en Coupe du Monde, c'est aussi pour faire bonne figure. Donc tu vas attaquer ces matchs-là avec tout le sérieux et toute l'ambition de les gagner, de les remporter, mais d'une approche assez froide et mathématique. Il y a un autre championnat, il y a les États-Unis et le Mexique qui vont te qualifier, c'est certain, et il y a un autre championnat dans lequel tu dois être premier. Oh, Jean, Les d'accord, accidents. pas d'accord avec ça? Non, mais il y a toujours des accidents, mais je suis complètement ce que dit Sid. Oui, absolument. Maintenant, tu regardes le groupe appelé par Herdman et tu regardes ce que cette équipe-là a été capable de faire à la Gold Cup, tu te dis, ouais, clairement, il est en train de bâtir une équipe qui est capable de réagir, ou en tout cas, de se comporter différemment selon les situations. C'est-à-dire, je suis pas mal persuadé qu'il va avoir une équipe il a sous la main de quoi bâtir une équipe spécifiquement pour le match aux États-Unis, une équipe spécifiquement pour les matchs à domicile face au Honduras, face au Salvador. Tu regardes le groupe et honnêtement, tu regardes et je veux pas être la tête dans les étoiles et puis comme ça, mais c'est un beau groupe, c'est pas mal. C'est pas mal. Honnêtement, tu regardes ce qu'il est capable d'aligner. Et surtout, au vu de ce qu'on a vu à la Gold Cup, une équipe qui est capable de moduler très facilement, en plus, à 3, à 4, à 5 derrière. L'animation offensive, l'animation peut être complètement différente d'un match à l'autre. Surtout avec, disons, un effectif quasiment plein, ce qui n'était pas totalement le cas à la Gold Cup. Je pense qu'il y a effectivement la possibilité de voir une équipe à géométrie variable pour chacun des matchs ou chacun des scénarios possibles dans cette octogonale. Oui, justement, octogonale. C'est la thématique. Géométrie variable dans tous les sens du terme, dans le format de la compétition et sur le terrain pour John Herdman. On va passer à notre segment en temps additionnel, les gars, si vous le voulez bien. Jean, Antoine, c'est Queda Pu à Barcelone. Antoine Griezmann est de retour avec l'Atlético en prêt pour une somme de 10 millions maintenant, avec obligation d'achat, c'est l'année prochaine, si je ne me trompe pas, à 40 millions d'euros. Ça fait un total de 50 qui seront empochés par le Barça pour un gars pour lequel on a payé 120 millions d'euros il y a 2 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, il s'est passé, c'est un des aboutissements de tout ce qu'on a pu voir et discuter de la politique de Barcelone sur ces 5 dernières années, hein, clairement. C'est qu'il y a eu clairement un traumatisme avec la perte de Neymar, avec le départ de Neymar au Mmh. PSG, qui a fait que d'un seul coup, ils se sont retrouvés, entre guillemets, «dépouillés». Et qu'ils ont cherché absolument, on en a parlé, dès qu'ils ont récupéré un petit peu de cet argent sur Neymar, ils ont commencé à acheter un petit peu dans tous les sens, sans avoir de véritable politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus là-dessus vient de se mettre la pandémie, et donc ils se retrouvent clairement devant un gouffre financier, vraiment un gouffre financier. Et tout ce qu'on a dit depuis un mois, que la situation était grave, rien du tout comparé à la situation telle qu'elle est vraiment, où Barcelone est vraiment au bord du trou. Et Griezmann, c'est clair, ça fait un mois et demi que Barcelone dit que s'il y a un preneur, il fait partie des joueurs sur lesquels ils aimeraient pouvoir récupérer une partie de l'argent. Donc voilà. En plus, le fait que ça n'a jamais complètement cliqué, il a jamais donné le Griezmann qu'on a pu voir à l'Atlético. Le Griezmann qui était capable de cliquer et de faire basculer des matchs. Parce que ce qu'il cherchait, c'est un gars qui était capable de faire basculer des matchs. Bon, la concurrence avec Suarez, à un moment, n'a pas forcément aidé non plus, parce qu'il n'a jamais été totalement mis dans les meilleures conditions possibles. Mais clairement, lui non plus n'a pas réussi totalement à s'intégrer comme il fallait dans le groupe. Et au bout du compte, c'est un échec. C'est un échec aussi bien pour le club dans sa politique générale et dans sa façon d'aller chercher des joueurs sans véritablement réfléchir à ce qu'ils allaient apporter et comment les faire rentrer dans le groupe, dans l'équipe. Et c'est un échec pour Griezmann parce que clairement, franchir qu'il avait dit être une coche supplémentaire, encore je ne suis pas totalement sûr, passant de l'Atlético à Barcelone, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Par contre, d'un point de vue comptable, c'est fascinant de voir que des chiffres qui semblent faire aucun sens font tout le sens du monde pour le département de la comptabilité du Barça. Je pense que ça résume très bien la situation financière des Catalans. Sid, au cours des dernières semaines, on a parlé de Nice, on a parlé de Marseille, on a parlé évidemment de Paris. Là, c'est au tour de Lyon. Oui, Lyon qui vraiment nous a donné une belle surprise à la fin de ce mercato avec l'avenue de Jérôme Boateng, le très très grand champion allemand qui rejoint une équipe lyonnaise à 33 ans, qui avait quand même besoin d'un renforcement dans le secteur défensif. Il y a eu la mise à l'écart de Marcelo qui sportivement ne donnait plus de garantie, et en plus c'était un petit peu en grippe avec les supporters. C'est vraiment une belle surprise parce que Boateng était agent libre, c'était très clair du côté du board du Bayern qui ne serait pas re-signé. Déjà l'an passé, ça s'est joué à très très peu qu'il se retrouve au Paris Saint-Germain notamment. Mais je trouve que ça donne du cachet à une ligue qui on l'aura pas vu venir parce que il a foncé dans le mur pour tellement d'aspects qui en un été s'est donné vraiment une fraîcheur très très intéressante. Maintenant du côté de Lyon, on a un Peter Bosz qui est un coach tacticien qui a des belles idées. Maintenant, est-ce qu'il aura les moyens de ses ambitions? Bon, déjà avec Boateng, t'as un défenseur super bon à la relance, t'as son expérience, son leadership, sa force aussi, sa présence athlétique et tout dans les airs, même si depuis ses récentes blessures, il est un peu moins peut-être un peu moins performant, mais comparativement à Ramos à qui on donne la lune, l'an passé, Boateng c'est 30 matchs. Donc je pense que c'est vraiment un bon coup de la part de Lyon avec Shaqiri notamment aussi qui vient pour se relancer, pas trop loin de sa Suisse d'ailleurs. Je pense qu'elle a dû jouer le fait qu'il signe à Lyon. Je dirais pas que c'est une équipe qui va aller challenger Paris, non, mais c'est un 11 qui est plutôt intéressant, notamment aussi pour l'Europa League, qui est leur destin européen, et qui va permettre à Bosz de pouvoir aller commencer à bâtir quelque chose pour la suite. Jean, on s'en parlait la semaine dernière à l'émission. On était déjà, depuis ce temps-là, il y a un paquet d'annonces qui ont été faites. Ça, c'en est une, Boateng à Lyon.
On était déjà surpris de voir à quel point le marché avait été actif. Là, ça a été la folie sur la dernière semaine. Comment on explique ça? Comment on explique qu'il y a autant de joueurs de prestige qui ont bougé et autant d'argent qui a été dépensé? Je crois qu'il y avait une envie. Tu sais, tu sentais que ça démangeait un petit peu. Non, mais il y a certainement les effets secondaires, tertiaires de la pandémie qui font que les clubs ont besoin de liquidité, de faire bouger un petit peu les choses. Donc, on a qui, clairement, ont besoin urgent de liquidité et donc de faire bouger du monde pour libérer de l'argent, clairement. Et tu as ceux qui sont suffisamment ou sont restés suffisamment solides, sont passés quand même au travers sans moins de mal, qui voient l'opportunité, qui disent OK, c'est le moment d'y aller fort parce que nous, on a les reins solides. Donc, clairement, on peut s'aligner là-dessus. La conjonction de ça on fait que c'est un marché qu'on n'attendait pas. On n'attendait clairement pas. Ça fait 5-6 ans qu'on dit à chaque fois, tous les printemps, oh, la prochaine fenêtre de transfert, elle va être costaud. Et en fait, il se passait, ça a toujours bougé, mais ce n'était pas la folie. Cet été, ça a été quand même une des plus remarquables de ces dernières années. Peut-être la plus remarquable. En tout cas, quand on regarde les noms qui ont bougé, la masse qui a bougé, c'est impressionnant, surtout dans le contexte de 2021. Alors, il y a cette envie des clubs de faire bouger un petit peu les choses, chacun pour des raisons très précises. Et il y a aussi, je pense, ce besoin, et ça c'est au niveau du merchandising, du branding, si tu veux, des clubs qui est de dire, beaucoup de clubs ont un petit peu cette politique de dire, le statu quo, c'est pas possible. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on montre qu'on est actif, qu'on est présent vis-à-vis de nos supporters, vis-à-vis des autres clubs. Donc, il y a un besoin d'entretenir ce marché. C'est devenu une bête en lui-même, le marché. Hein. Il est en train de se nourrir de lui-même. Et les clubs jouent là-dessus. Parce que tu vas chercher des joueurs qui ne sont pas forcément indispensables, nécessaires, simplement parce que ce sont des noms, parce que l'opportunité est là. Mais est-ce que le besoin est vraiment là? Et là, je pense très clairement à Cristiano Ronaldo. Je ne suis pas persuadé. Mais ce n'est pas le seul, mais c'est certainement le sommet. Mais clairement, ça représente au niveau merchandising, au niveau du brand Manchester United, quelque chose de très important. L'élément, Sid, le plus marquant, vas-y, oui, excuse-moi, avant qu'on passe au prochain sujet. Je suis obligé de rajouter le relâchement au niveau du fair play financier qui permet au club de dépenser peut-être plus que ce qu'ils n'ont vraiment. C'était forcément un mécanisme pour aller repartir la machine que des clubs qui ont quand même des bonnes assises financières ont profité pour justement aller faire l'acquisition. Et après, on va se demander s'il y aura un retour du bâton dans 2 ans, lorsque on va sûrement trouver une forme de compensation similaire au fair play financier. Qu'est-ce que ça va, comment ça va affecter le marché actuel? Tu m'enlèves les mots de la bouche, Sid, parce que la chose qui m'a le plus surpris dans ce marché des transferts-là, c'est le nombre de fois où je me suis dit, c'est quoi déjà le fair play financier? Ça sert absolument à rien. Clairement. Les seuls qui ont semblé l'appliquer pour vrai, c'est la Liga espagnole et ça a fait achoper le nouveau contrat de Lionel Messi. Mais à part ça, tu as l'impression que la carte de crédit, c'est la carte de crédit black, là, qui n'a pas de limite. Mais vas-y, on checkera ça plus tard, puis on va voir comment ça va virer toute cette histoire-là. Ça, c'est la chose qui m'a le plus marqué. Toi, Sid, tu retiens quoi? Si tu as un élément, un joueur, un club, un transfert ou une annonce qui a été faite, ce serait laquelle? Ok, bon, réponse honnête, Messi au PSG. Mes réponses champ gauche, c'est que c'est Arsenal qui est l'équipe qui a le plus dépensé dans ce mercato. Comme j'aurais fait un quiz, j'aurais jamais trouvé cette réponse-là. Et c'est sûr, c'est sur plusieurs joueurs, mais dans un mercato que tout le monde considère, et à juste titre, fou, de savoir que c'est le Arsenal qui est en tête des montants dépensés dans ce mercato, après le 5-1, non 0, contre City. J'ai du mal à voir où cet argent est allé exactement, et je te dirais que c'est ça qui m'a étonné le plus dans cette fenêtre.
Pour toi, Jean? Ben, pareil, logiquement, je dirais Messi à Paris et le recrutement que Paris a fait, parce que dans chaque ligne, c'est quelque chose où ils sont allés vraiment chercher fort. Si tu regardes pareil, avec un peu plus d'analyse, je trouve que le Bayern a encore fait du travail remarquable, parce que euh, ils sont clairement positionnés dans une équipe qui n'allait pas rentrer dans cette course aux armements. Hein. Eux, clairement, ils ont leur politique de dépenses qui est extrêmement stricte. Ils sont allés chercher Nagelsmann, Leipzig, l'entraîneur de Leipzig, qui était déjà un coup l'année dernière, parce que c'est l'un des entraîneurs dont on parle le plus depuis quelques années, qui est vraiment une tête, qui est vraiment un gars qui est capable de se projeter. Et on parle beaucoup de tacticiens. En ce moment, c'est vraiment le grand truc, allant de Guardiola à Klopp, etc. Mais Nagelsmann, c'est vraiment une tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher 2 des valeurs sûres de Leipzig tout de suite, qui sont Upamecano et Sabitzer, qui sont non seulement des joueurs dont on parle depuis 1 an ou 2, mais qui sont des joueurs qui ont constamment été parfaits et qui sont capables facilement de s'adapter à la fois aux exigences du Bayern et à évoluer dans le système du Bayern, qui est un système, là aussi, qui bouge énormément, parce que le Bayern, depuis 2 ans, là, c'était un petit peu le travail de Flick, mais c'est toujours c'est la politique voulue, sont capables de jouer sur 3, 4 systèmes différents très facilement. Et moi, je les vois pas mal. Tu rajoutes à ça qu'ils ont fait venir Cuisance aussi, qui a été à Marseille, qui a un retour de prêt. Un jeune Anglais de Schalke, il me semble que c'était Schalke. Omar Richards. Attends, qui était à Reading, pardon. Qui était à Reading, Omar Richards. Qui fait partie de leur politique d'aller chercher des jeunes qu'on voit petit à petit rentrer. Donc là aussi, sans faire de bruit, ils sont pas mal renforcés, reste à régler. Je pense que c'était pas une priorité, le cas Lewandowski, mais là aussi, je pense que Bayern, il se positionne sur 1 an ou 2. On va voir ce que ça va donner avec Lewandowski, mais on est prêt à rebondir sur un autre attaquant. Donc, bien, très très bien. Et là encore, sans faire trop de bruit et certainement sans casser la tirelire. Ouais, 2 choses que je retiens là-dedans. Jean, d'abord, on voit le pacifiste en toi, pas de course aux armements, puis c'est ton coup de cœur du marché des transferts, le travail du Bayern. Puis pour répondre à ta question sur Lewandowski, Sid nous l'a dit la semaine passée ou la semaine d'avant, Lewandowski s'en va au Real Salt Lake en MLS. C'est la prochaine destination pour lui. Sid nous l'a confirmé. Arrête de me poser la question. Ça a été clairement annoncé. Parlant de questions, on va passer à nos sujets chauds, les gars. Sid, il y a le Dr Foot qui nous demande quel avenir pour Marc Dos Santos, qui malheureusement a été remercié vendredi dernier par les Whitecaps de Vancouver dans un scénario un peu curieux. Le timing, on le comprend. C'était au lendemain d'une défaite de 4-3 contre Pacific FC en championnat canadien, battu par une équipe de CPL. Ça paraît jamais bien. Ceci dit, il était sur une séquence d'une seule défaite en 11 matchs, de 8 rencontres sans défaite. Ce qu'on comprend, c'est que la décision pour la suite était déjà prise. Ça me fait beaucoup penser au cas Mauro Biello, où on a appris que finalement, au mois de juin, on était déjà en train de se magasiner un nouvel entraîneur, en l'occurrence Rémi Garde. On a bondi sur cette opportunité avec l'échec en championnat canadien pour tirer sur la gâchette. Pour moi, c'était afin d'éviter qu'on se retrouve en séries éliminatoires obligés de reconduire Marc pour la suite, puis on voulait écrire un nouveau chapitre. Ceci dit, pour Marc Dos Santos, tu vois quoi, c'est dans le futur? Même si c'est un très 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 gros passionné de foot, je vois peut-être une petite sabbatique du côté de Marc Dos Santos pour justement bien évaluer ses options. Il aura l'embarras du choix vu son CV, vu déjà les territoires dans lesquels il a déjà coaché. Mais je pense que ce qui est bien important, c'est de savoir quel projet va mieux lui correspondre. Je pense qu'à Vancouver, on était un petit peu
entre deux chaises où il y a à la fois un projet de développement de jeunes joueurs, mais une ambition de vouloir gagner, je dirais, tout de suite. Donc parfois des dépenses qui étaient pas forcément très lisibles de l'extérieur. C'est un club qui a beaucoup dépensé. Pourtant, c'est pas ce que tu rajoutes, pardon, ce que tu corrèles avec un club qui veut faire la formation de jeunes joueurs. Donc c'est l'important de côté de Marc Dos Santos, ce sera vraiment de trouver comme un projet qui correspond à ce que lui, il veut faire. Il est capable de beaucoup, il a déjà gagné les championnats, donc il peut être un coach d'une équipe très compétitive, ça c'est pas un problème, il est polyglotte, il a beaucoup de qualité qui fait que l'exportation c'est faisable. Il a fait aussi le tour de la MLS, donc pas que il n'aurait pas d'autres postes auxquels il pourrait avoir en MLS, mais est-ce que la MLS correspond toujours à ses ambitions aussi. Donc quand on a un coach comme ça, avec sa feuille de route, ben, je te dirais que le ciel est la limite. Et c'est difficile de se prononcer sur le choix. Donc, le point de départ, ça doit être lui. Et le fit avec le projet. Parce que si je dois retenir quelque chose de son passage à Vancouver, c'est que ça n'a jamais été très très clair qu'est-ce qui était attendu de la part de Marc Dos Santos. Et est-ce que à ce moment-ci, les moyens des ambitions lui ont été donnés? Les moyens et l'environnement aussi, parce que s'il y a une frustration, moi je me mets à la place de Marc Dos Santos, tu dis, je suis arrivé en 2019, il y avait 17 nouveaux joueurs dans l'effectif. Souvenez-vous, le bilan de fin de saison avant, ça avait été catastrophique. Il y avait le capitaine qui ramassait tout le monde se chicanait. Nouvel entraîneur qui arrive, tu venais de vendre Alphonso Davies aussi. Une fois que tu passes cette première année-là qui est juste pour te remettre à flot, pandémie deuxième saison, pandémie troisième saison, et là, quand tu reviens à domicile, il venait tout juste de revenir. Tu joues un match au BC Place pour la première fois depuis une éternité, devant des partisans depuis presque toujours, du moins c'était le feeling. Et là, quand les résultats commencent à fonctionner, quand tu reviens à domicile, on décide de tirer la plug et de te remercier. À quelque part, ça doit être ça qui fait mal du côté de Marc, mais évidemment, on lui souhaite tout le meilleur pour la suite. Et je suis d'accord avec toi, Sid. Je le vois plus s'en aller ailleurs que reprendre un rôle immédiatement en MLS. Laurent B. nous demande comment Paris va faire pour gérer le dossier Mbappé, vu le refus de l'offre du Real et du fait que Mbappé refuse une prolongation de contrat. La grande question, c'est est-ce qu'on se contrebalance de l'argent puis on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est une saison avec les trois, Neymar, Messi, Mbappé, ou est-ce que, là, je parle des propriétaires du PSG, ou est-ce qu'on se dit, il va finir par un 180 puis il va en signer un nouveau contrat? Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Je crois que l'idée de fonctionner une saison avec ce trio-là, c'est rêvé. Essayer d'amener cette saison-là le plus loin possible avec les trois-là. Et puis après, regarde, ça va. Tu marches sur l'eau, hein. Mais clairement, oui, il y a ce rêve-là, d'autant qu'il n'y avait pas exactement un candidat parfait pour succéder à Mbappé dans des conditions très, très précises. Donc il y a ça. Je pense que absolument le projet vanité, disons, de continuer avec les trois, me semble, a été un moteur. Il y a ce discours qui est de dire, voilà, Kylian nous a toujours dit qu'il partirait jamais, qu'il partirait jamais comme joueur libre, si tu veux. C'est-à-dire qu'il partirait uniquement pour dans un échange ou dans une vente qui permette au club de récupérer de l'argent. Il y a ce sorte de contrat moral qui vaut ce qu'il vaut, je ne sais pas. Mais je pense que du côté de Paris, on essaie de s'accrocher derrière ça, sans ignorer du tout la possibilité, effectivement, que même si c'est pour une petite période, il y ait une renégociation sur un contrat, au moins qui permette d'éviter cette situation à la fin de l'année prochaine. Et je pense que du côté de Paris, l'essentiel, c'est d'abord passer cette saison avec les trois devant, clairement. Sid, il y a Thomas Villeneuve maintenant qui nous demande Saúl Ñíguez, Jorginho, Kanté.
Est-ce que Chelsea a maintenant le meilleur milieu de terrain de la Premier League et est-ce qu'ils sont les mieux placés pour challenger Manchester City? Alors, au niveau des positions milieu central, oui, ça c'est évident, c'est le meilleur milieu de terrain. Maintenant, si tu ajoutes après les ailiers, City a sûrement toujours le meilleur milieu de Première Ligue. Saul, c'est un autre profil, on va dire c'est pas forcément un casse-tête puisque déjà là, comme Kanté commence à démontrer une forme de fragilité physique, donc je pense que c'est quand même un peu une police d'assurance, mais c'est un casse-tête dans le sens que c'est pas un remplaçant, c'est un joueur qui est dans un niveau très comparable à celui de Jorginho, Kanté et Kovacic. Donc il y a quelque chose qui va être je veux dire, un peu peut-être tracassant pour Thomas Tuchel, mais bon, s'il a demandé, c'est parce que aussi il répond à des besoins en termes de projection, en termes de nombre de tirs par match, sensiblement dans les mêmes eaux en nombre de tacles par match aussi. Donc c'est sûr qu'il avait fait moins d'interceptions que Kanté, mais ce qui c'est intéressant, c'est un joueur quand même qui va apporter un peu plus dans une zone de 30 à 30 mètres devant le but, donc un peu plus proche que Lukaku, et cette capacité-là d'être un peu plus dans cette zone-là. Il est gaucher aussi, c'est non négligeable. Donc oui, ça fait dans le 3-4-1-2 de Tuchel, c'est voilà, comme les positions centrales, là, les 4, il pourrait même faire pile ou face à chaque match, il se tromperait jamais. Donc c'est un très gros renfort pour Chelsea, oui. Ouais, j'ai l'impression que tu es en train de l'envoyer au casino. Là. Mets tout sur le noir, mets tout sur le rouge. D'une manière ou d'une autre, tu vas finir par gagner. C'est conseil casino de Sydney Foro. Tiens, on pourrait brander ce segment-là à partir de maintenant. Jean, il y a Maxime Rivard qui nous dit, avec l'arrivée de la Ligue des moins de 23 ans, est-ce que le Super Draft de MLS peut devenir important pour le CF Montréal? Et moi, j'ajouterais, ou est-ce qu'au contraire, ça va devenir la chose dont tu n'as plus besoin du tout à terme? Wow. OK, d'abord, non, c'est une très, très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Non, c'est vraiment une bonne question parce que c'est un problème. C'est un problème parce que tu vois clairement que le club, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été très présents dans le draft et que ça passait un petit peu à l'as parce qu'il y avait une autre vision, d'autres recherches. Tu vois clairement que dans l'histoire récente avec Rémi Garde et avec Thierry Henry, ça n'a pas été vraiment quelque chose sur lequel le club comptait beaucoup. Et qu'ils ont plutôt cherché dans d'autres façons de renouveler un petit peu le groupe. C'est un outil dont le club ne s'est pas beaucoup servi. Est-ce qu'ils ont été chaudés au tout début? Je ne sais pas. Est-ce que Dohager a été une expérience pénible ou traumatisante? Peut-être. Et que finalement, c'est dit du côté du club, regarde, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement fait pour un retour dont on n'est pas complètement certain. C'est certain qu'avec l'arrivée de U23, ça change quand même pas mal la réflexion et que peut-être effectivement que ce sera une façon de procéder. Personnellement, je trouve que c'est un outil que le club n'a pas vraiment beaucoup, peut-être pas assez utilisé et peut-être pas assez fouillé. Ils ont utilisé beaucoup cette position-là comme monnaie d'échange, disons, comme façon de procéder avec d'autres clubs, mais pas dans la finalité d'avoir un ou des joueurs présents. Peut-être que ça va changer, parce que clairement, même si l'académie semble bien fonctionner et qu'on voit du monde arriver assez régulièrement, c'est probablement pas assez. Il faut être capable d'étoffer. L'arrivée d'une U23, ça me semble être une bonne occasion pour à nouveau se tourner vers le Super Draft. Ouais. Ben, moi, j'ai hâte de voir. Je trouve ça super intéressant d'observer sur les prochaines années le CF Montréal. Parce que ce que je me dis, c'est que quand tu avais des gars à 18 ans qui arrivaient au terme de leur parcours à l'académie, tu pouvais difficilement comparer ces jeunes-là à des gars de 22, 23 ans, justement, dans les collèges américains. Là,
Tu vas avoir l'occasion de garder tes gars plus longtemps. Tu vas avoir des comparables directs. Et moi, le feeling que j'ai, c'est que avec les années de développement supplémentaires, tu vas plus vite. Tu vas continuer de consulter le Super Draft. Mais moi, je pense que très rarement, tu vas te dire, ce gars-là est vraiment meilleur que ce qu'on a chez nous. Donc, on va aller déployer des efforts pour aller le chercher, l'amener, sachant que on le connaît peut-être comme joueur, mais on le connaît pas comme personne, alors que tes gars de l'académie, tu les connais bien parce qu'ils sont là depuis des années chez toi. Je pense qu'à terme, le fait que tu aies repoussé l'âge limite à laquelle tu es obligé de prendre une décision puis de faire tomber un coup près définitif sur tes joueurs, moi, je pense que, puis peut-être que je me trompe, là, mais je pense que le CF Montréal, au contraire, va continuer ou va monnayer ces places-là encore plus que dans le passé, sachant que tu as plus de temps pour faire progresser tes propres joueurs au CF Montréal. C'est un dossier qui va être fascinant à surveiller. Maxime Lapierre, maintenant, me pose une question à moi. Question pour Olivier. C'est ce que Maxime dit. Avec la confirmation que les 3 prochains matchs de la sélection canadienne seront à la télé, en fait, c'est 13. Tous les matchs seront à la télé. Au final, c'est ce qu'on a appris mercredi soir, si je ne me trompe pas, ou mercredi dans la journée. Maxime veut savoir, est-ce que ça veut dire que la sortie de Victor Montagliani a porté ses fruits? D'abord, je ne le sais pas. On va juste commencer par le commencement. Puis, Sid, je suis intéressé de savoir comment tu as perçu cette annonce-là. D'abord, que ce soit à la télé, moi, je pense que c'est ce dont le programme canadien a besoin. Là, à ma connaissance, il n'y a pas de droit francophone. Donc, ça, c'est peut-être un peu décevant. Mais ça viendra peut-être aussi éventuellement. J'ai aucune info là-dessus, mais je pense que ce serait quand même logique. C'est la bonne chose à faire parce que plus de gens au pays vont avoir accès à regarder cette équipe-là qui est plus excitante que jamais. Il ne faudrait pas oublier, par exemple, que Victor Montagliani, à la fin de son commentaire, entre autres celui publié sur les médias sociaux, disait « Les gens devraient aller s'inscrire, s'abonner à One Soccer ». Donc, c'était plus un pitch de One Soccer en se plaignant des médias traditionnels que « Hey, les médias traditionnels, s'il vous plaît, venez nous donner de l'attention, puis prenez nos matchs. » Après, ça, c'est l'autre élément. Les matchs ont été rendus disponibles. Donc ça, c'est un élément majeur parce qu'à ma connaissance, il y a 1 an et demi, 2 ans, tu essayais d'avoir des propriétés de One Soccer. La réponse était systématique. Non, on ne veut pas. Donc, est-ce que la sortie de Montagliani a forcé ça? Je le sais pas. Peut-être. En même temps, est-ce que si tu veux attirer des médias traditionnels, le meilleur moyen, c'est de leur dire qu'ils ne méritent pas l'équipe nationale? Je ne sais pas, là, je me mets à la place de Sportsnet, par exemple. Ce ne serait pas l'élément le plus motivant pour moi si j'étais un haut dirigeant d'une chaîne comme celle-là, de me faire dire « Vous ne méritez même pas, mais donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît, pour présenter nos matchs. » Il y a comme une incohérence là, que j'ai beaucoup de difficultés à suivre. Le résultat reste que tu te retrouves à la télé. Je pense que ce stade-ci de cette nouvelle génération et de l'évolution du soccer canadien, tu as encore besoin d'une présence à la télé. Mais personnellement, j'ai de la misère à donner le crédit total à Montagliani parce que c'est pas ce qu'il disait. Toi, Sid, tu l'as vécu comment, cette annonce-là, que 3 jours, 4 jours avant, non, même pas, 48 heures, parce que je pensais à notre match de dimanche face aux États-Unis, 48 heures avant le premier de 14 matchs de qualification, bang, minuit moins 1, on fait cette annonce-là. Une bonne annonce. Et le timing, t'en as pensé quoi? Ben, vu qu'à 14 matchs, le timing ne me dérange pas trop, dans le sens que on est sur de la longue durée et non pas sur un coup unique. Mais je trouve j'ai un peu d'incompréhension tout d'abord parce que j'ai bien compris que c'est One Soccer qui va être diffusé sur le réseau de Sportsnet et donc je saisissais pas trop la nature de la collaboration. Mais bon, au final, je suis d'une génération, moi, enfin, être sur des plateformes qu'on appelle OTT ou à la télévision, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça ou qui, moi, c'est vraiment, c'est un non-facteur de mon côté. Mais ce qui me manque, comme bien souvent, c'est le côté argent.
le côté business. Je veux dire, ces droits-là, combien ils ont été achetés, quel est le montant qui, à la base, avait été demandé aux chaînes qui fait que les chaînes dites généralistes ou à la télévision n'ont pas embarqué ou pas. Enfin, parce qu'on a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas dans ce dossier. Il y a une sortie de monsieur de Victor qui a l'air pas content, etc. Mais je veux dire, quelles sont les conditions qui ont mené à la situation qu'on connaît? Sportivement, t'en as parlé la semaine passée et puis c'est très intéressant. Mais après, il y a un aspect qui est très aussi financier dans je veux dire, comme c'est super intéressant ce que tu dis. Excuse-moi, je t'interromps parce que je veux juste te relancer peut-être avec un angle différent. Même si c'est ma position, j'ai peut-être tout faux. Mais à ce stade-ci, là, toi, ça ne te dérange pas, mais tu baignes dans le soccer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces plateformes-là, c'est de l'acquis à quelque part parce que c'est notre univers. Monsieur, madame, tout le monde, là, monsieur, madame, tout le monde qui a découvert l'équipe nationale du Canada à Tokyo, par exemple, qui a vu une médaille d'or à Tokyo, ces gens-là ne connaissent pas pour la plupart One Soccer, connaissent même pas l'équipe nationale parce que ces joueurs-là, on les a peu vus dans des matchs aussi relevés. Même si tu n'avais pas une scène, pour l'exposure que tu vas chercher, Montagnani se plaignait d'avoir eu, à une époque, à payer pour mettre les matchs à la télé. Est-ce que tu es au moment de récolter de l'argent ou là, je parle de l'Association canadienne, ou tu es encore dans une période où tu dois investir pour donner de la visibilité à ton équipe pour récolter en 2026? J'ai comme l'impression que tu veux passer à la banque là, mais tu vas ramasser 500$ au lieu de ramasser 5 millions dans 5 ans. Oui, ça va dépendre aussi de quels sont les contrats qui sont déjà signés. Les droits de diffusion pour les prochaines compétitions internationales, ils sont déjà parfois canné. Dire ma surprise vient au fait que en fait c'est une sous-licence là que lorsque on dans la situation qu'on vit en ce moment où les droits restent la propriété de One Soccer qui les ont vendus là pour diffusion à Sportsnet. Donc oui, j'entends ton point sur la façon de chercher de la visibilité pour la monétiser si c'est le terme à employer. Simplement c'est que je suis un peu plus avant ça où j'ai beaucoup d'interrogations sur et qu'est-ce qui a fait qu'on est dans cette situation-là d'abord comme qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui comme le Canada était diffusé sous cette plateforme-là est-ce qu'il y a beaucoup de raisons structurelles qui expliquent cela et je suis même pas certain que même cette annonce qui est très bien pour entre guillemets le grand public, même si je suis un peu cynique par rapport à ça. Les Jeux Olympiques ne font pas qu'on va plus regarder les championnats de natation qui vont arriver ou les championnats d'handball ou autres. J'ai un peu de cynisme par rapport à cet effet de ruissellement. Mais juste en fait. Vas-y. Non, vas-y. Vas-y. Non, c'est ça. Moi, comme on sens que ça prend un écosystème complet et pas juste genre des matchs un peu genre comme bonbons pour que effectivement tu aies vraiment que Monsieur, Madame, tout le monde s'intéresse à l'équipe canadienne. Ça prend pour que Monsieur, Madame, tout le monde s'intéresse à l'équipe canadienne. Ça a aussi pris que Alphonso Davies remporte la Ligue des Champions. Ça prend aussi qu'on diffuse des matchs de Jonathan David. Ça prend aussi que il y a tellement d'aspects différents que simplement si on montre là Canada Honduras très bien, comme les gens vont regarder ça, mais ça garantit rien sur le prochain match. En tout cas, dans ma vision des choses. Et c'est là que je comprends ce côté court terme, long terme, mais je m'interroge encore plus loin que ça. Pour moi, c'est comme qu'est-ce qui fait qu'on est en situation là et combien ça coûte et combien des gens ont refusé de payer pour l'équipe canadienne. Ben, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Juste pour préciser pour les Jeux Olympiques, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est ta carte de visite. À quelque part, tu parles d'un écosystème. One Soccer, c'est un écosystème. Le problème, c'est que Monsieur, Madame, tout le monde va te promener sur Sainte-Catherine, demande à 1000 personnes s'ils savent c'est quoi. T'en as 1001 peut-être qui vont dire « j'en ai aucune espèce d'idée ». Donc, on est tellement près de l'arbre, nous, qu'on prend pour acquis que c'est un écosystème que les gens connaissent, mais les gens ne le connaissent pas. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec les Jeux Olympiques. Il y a Monsieur, Madame, tout le monde qui se balancent du soccer dans la vie, qui se sont liés d'affection pour l'équipe des femmes parce qu'ils ont vécu quelque chose de spécial avec elles pendant 2 semaines. Pour moi, c'est là la carte de visite qui est encore importante à la télé traditionnelle pour ensuite, parce que c'est inévitable, on s'en va tous sur des plateformes sur le web, streaming, d'une manière ou d'une autre, dans 5 ou dans 10 ans. Je le comprends, ce processus-là, du côté de Canada Soccer. Moi, je trouve juste qu'ils sont beaucoup trop tôt
dans le processus et leur propriété à l'époque, puis c'est ta grande question, tu as tellement raison de la soulever, mais on a comme peur de la réponse. C'est qu'elle valait pas grand-chose. Elle valait rien parce que c'était une équipe plate à regarder, s'en allait nulle part, avec des coachs qui nous inspiraient pas, des joueurs qui nous parlaient pas, et la moitié d'un club, d'une équipe qui était là pour mettre des joueurs en vitrine qui n'avaient pas de contrat. Ça me dépasse un peu, moi, qu'on se demande encore pourquoi personne ne les voulait. C'était pas sexy. Ça a complètement changé. Chapeau la CSA. Chapeau One Soccer. Penses-tu que Nike, il y a 10 ans, aurait voulu s'associer à l'Association canadienne de soccer? Juste ça, là. Ça a été Umbro pendant des années. J'adore Umbro. Les Umbro Speciali, c'était certains de mes souliers préférés à l'époque. Du cuir extraordinaire avec les belles grosses languettes des années 90. C'était top notch. Mais c'est pas le prestige de Nike. Quand est-ce que Nike est débarqué? C'est justement quand le programme a commencé à être plus cohérent, on a commencé à être plus sexy. Il y a la Coupe du monde 2026 qui s'en venait. Et là, tout le monde a embarqué dans le train et c'est parfait. Mais on ne peut pas reprocher aux gens, à mon sens, de ne pas avoir voulu dépenser des fortunes pour quelque chose qu'on ne savait pas du tout être aussi excitant que ça il y a 3 ans. Même il y a 1 an et demi, Jonathan David, les gens ne le connaissaient pas. Là, il débarque à Lille et il devient champion. On ne le connaissait pas il y a 1 an et demi. Et ça, c'est beaucoup de gens qui sont près de cet écosystème-là. Les gens qu'on va croiser sur Sainte-Catherine ne connaissent toujours pas. Et c'est pour ça, à mon sens, que tu as encore besoin de quelques années à la télé avant de rentrer les gens dans ton écosystème. Vas-y, Sid. Je veux juste préciser quand je parle d'écosystème, c'est que on va prendre l'exemple qu'on a déjà discuté en émission et qui est excellent, c'est la Coupe du Monde 2019. On l'a dit, il y avait un engouement par rapport à la Coupe du Monde. Pour et les comme, femmes. Pour les femmes, donc depuis 2019. Donc, après, le défi, c'est la suite. Et que ce que la Barclays Premier League a très très bien compris, c'est que, et aussi la NWSL, c'est les filles que vous venez d'admirer, on va vous les montrer. On va continuer à en faire des stars. Et on va continuer à surfer dessus. C'est super. Mais comme suivre en ce moment la NWSL et suivre genre comme la première ligue anglaise, mais c'est tellement fascinant et intéressant, et même la D1 Arkema aussi avec ces locomotives parisiennes et lyonnaises ont suivi ça et fait que moi j'ai regardé le match de Vanessa Gilles contre Bordeaux, avec Bordeaux, une tête. J'ai vu, moi, à la prochaine corner qu'elle marquera un but avec l'équipe canadienne, je serais pas surpris parce que j'ai vu le match de Bordeaux et je vais continuer à voir ces équipes-là. Donc moi, quand je parle d'effet de ruissellement, c'est que oui, pour un match, on va tous regarder l'équipe canadienne, très bien, on va le faire. Mais c'est surtout pour moi l'enjeu, qu'est-ce qui se passe entre 2 matchs. Et c'est pour ça que quand je prenais les Jeux Olympiques, c'était même pas l'équipe canadienne féminine, c'était aux Jeux Olympiques, je regarde tous les sports. Moi, je regardais les scrims, j'étais à fond, je criais dans mon salon pour les scrims. La prochaine fois que je vais regarder des scrims, c'est dans 4 ans. C'est pas avant. Et c'est là le problème que je veux soulever, c'est que pour moi, l'enjeu, il est entre 2 matchs. Il est comment je peux regarder les 25, je sais pas maintenant c'est 26 ou 23, mais où je vais les regarder, comment je vais les regarder, comment je vais créer du lien avec ceux-là, avec ces joueurs-là pour anticiper positivement la prochaine rencontre. Moi, je suis content, j'ai vu 45 minutes de Tchouaméni, mais je l'ai vu à Monaco pendant toute la saison. Donc, quand je le vois jouer avec l'équipe de France, je sais pas, c'est pas quelqu'un que je découvre parce que justement, je l'ai vu jouer entre les deux matchs de l'équipe de France. Bon, lui, c'est sa première sélection, mais l'idée, c'est ça. C'est ça que moi, je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qu'on va faire. Et quand je parle d'écosystème, parce que si on prend le cas précis de One Soccer, je suis désolé, mais à part Jonathan David, c'est le seul joueur qu'on peut voir dans One Soccer, dans l'équipe canadienne. Voilà. Donc, quand on parle d'écosystème, il ne diffuse aucun des matchs des autres joueurs de l'équipe canadienne. Bon, c'est une réalité. C'est pas leur faute, mais c'est ça qui me manque. C'est le bout manquant avec le combien. Et sans aucun reproche. C'est juste que c'est le coup d'opportunité que moi je m'interroge de cette équipe, de la diffusion de l'équipe canadienne. On invite-tu Victor la semaine prochaine? Avec grand plaisir, ce serait super intéressant d'en jaser. Oh, écoute, je veux pas être plate. Il est probablement super intéressant, Victor. Je vais juste me donner une couple de semaines, si ça vous dérange pas. Je suis encore un peu irrité par ces commentaires de la semaine passée. Non, mais c'est normal, c'est normal, Olivier, c'est irritant, parce que c'est vrai que la sortie, elle était maladroite. Enfin, elle est maladroite. Non, je comprends bien. Mais qu'il y a un moment où tu te dis... Il y a un peu de mauvaise foi quand même derrière ça, dans la mesure où... Oui, je trouve. Qui est de dire, regarde, les médias, ça fait 4 ans. Et les médias.
Et c'est vrai que pendant un moment, Soccer a proposé d'aider ou de mettre un peu de l'argent pour avoir de la diffusion, mais c'est pas non plus la vérité complètement. Ils n'ont pas payé pour avoir tout mur à mur d'équipe Canada à chaque fois qu'il y avait une compétition, quoi que ce soit. Il y avait de l'intérêt, mais jamais rien n'a été fait non plus pour l'entretenir, cet intérêt. Il n'y a qu'à un moment quand même où quand tu veux avoir cette exposition-là, tu fais un certain nombre de choses qui permettent d'entretenir. Non, ça n'a jamais été dans un système d'échange et on va l'un vers l'autre, clairement. Oui, et c'est intéressant de voir que Victor Montagliani, quand tu jouais contre la Barbade ou la 8e version de Saint-Kitts et Nevis, on ne l'a pas entendu. Mais là, tout d'un coup, quand il y a une qualification un peu plus relevée, Victor, il y a quelque chose à dire. Le sens du punch, le sens du timing, Monsieur Montagliani. Comme vous, les gars, toujours un plaisir de jaser avec vous autres. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, Olivier. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à nous poser vos questions. Continuez de le faire tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF. Aidez-moi, on se fera un grand plaisir de continuer la conversation avec vous. Et partagez le contenu rds.ca/balado-diffusion ainsi que iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.